KPMG Fréquence Banque. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Radio KPMG pour cette nouvelle édition de Fréquence Banque, l'émission qui fait le tour de l'essentiel de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Nous sommes le vendredi 26 juin 2026, au micro, Kenza Moulin. J'aurai le plaisir de présenter l'essentiel de l'actualité réglementaire bancaire avec Arnaud Bourdeil, associé responsable du secteur banque de KPMG. Après ce tour d'horizon, Mylène Miguerditchian, associée responsable de la doctrine comptable bancaire de KPMG, nous décryptera les principaux points d'attention à considérer pour l'arrêté comptable du 30 juin 2026. Enfin, nous clôturerons l'émission avec Sylvie Miette, associée responsable de la plateforme Finance Durable, qui nous présentera sa traditionnelle chronique verte. Bonjour à tous les trois. Bonjour Kenza, bonjour à tous. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à la une de l'actualité réglementaire bancaire, une nouvelle étape a été franchie dans la mise en œuvre concrète de la simplification prudentielle européenne. Avec vous, Arnaud Bourdeil, nous allons revenir sur 3 publications récentes de l'autorité bancaire européenne. D'abord, le projet de méthodologie du stress test européen 2027, puis l'extension du Data Hub Pilier 3 aux établissements petits et non complexes, et enfin, le rapport sur l'architecture des exigences de capital et de résolution. Arnaud, après une première séquence centrée sur le reporting réglementaire, avec la consultation du 10 avril 2026, que vous aviez d'ailleurs présentée dans notre émission Fréquence Banque de mai 2026, la simplification prudentielle se décline désormais dans de nouveaux dispositifs très concrets. Les stress tests, la publication Pilier 3 et l'architecture des exigences prudentielles et de résolution. On peut donc dire, Arnaud, que la simplification réglementaire franchit aujourd'hui un pas de plus dans sa mise en œuvre opérationnelle. Oui, c'est un pas important. Ce qui change, c'est que la simplification ne se théorise plus. Elle se décline désormais dans des chantiers très opérationnels, les données de stress test, les publications Pilier 3 et l'architecture même des exigences de capital et de résolution. Le fil conducteur, lui, ne change pas. Utiliser davantage la donnée prudentielle existante, limiter les collectes spécifiques et améliorer la cohérence entre les différents dispositifs. Dans cette démarche, la consultation de l'EBA du 10 avril 2026 sur le reporting prudentiel reste un texte majeur. J'invite d'ailleurs nos auditrices et nos auditeurs à écouter ou réécouter notre émission Fréquence Banque de mai dernier, car cette consultation prévoit notamment d'intégrer dans le reporting prudentiel récurrent une partie des données de points de départ aujourd'hui demandées dans les stress tests. Sur le principe, l'idée semble simple. Demander une fois, utiliser plusieurs fois. C'est le principe, oui. Mais derrière cette formule simple, et je dirais même alléchante, il y a un chantier d'une ampleur considérable. Quand on échange avec les banques, elles sont très claires. La consultation du 10 avril sur le reporting mobilise plusieurs dizaines de personnes par établissement. C'est une transformation en profondeur de la manière dont le reporting est produit, contrôlé et gouverné, avec une coordination qui doit s'étendre aux équipes reporting, risque, finance et data. Et certaines banques nous disent même que l'effort global, pas uniquement sur le volet stress test, pourrait être d'une ampleur comparable au passage de CRR2 à CRR3. Ce qui, bien sûr, n'est pas anodin. Entrons maintenant, Arnaud, dans le détail du projet de méthodologie du stress test européen 2027, publié par l'EBA le 11 juin dernier. L'EBA en fait l'un des marqueurs de cette simplification, avec une réduction annoncée de 55% des points de données et un recours plus large au reporting prudentiel existant. Sur le papier, le signal est fort. Mais est-ce que cette réduction se traduira concrètement par un allègement pour les banques ? Le signal est fort, certes, mais il faut résister à la tentation de le croire trop vite. Pour bien comprendre ce que cela change et ce que cela ne change pas, il faut distinguer 2 choses. Ce qui change, c'est l'organisation des données de point de départ. L'objectif est d'intégrer progressivement certains besoins de données dans le reporting prudentiel pour réduire les collectes ad hoc et les coûts de rapprochement. C'est une évolution significative parce que ces données de départ représentent une part importante de l'effort de production pour les banques. Un meilleur alignement avec les reportings existants peut, à terme, réduire les doublons, limiter les retraitements manuels et faciliter les contrôles qualité. Ce qui reste inchangé, en revanche, Kenza, c'est l'essentiel de la mécanique du stress test. La finalité prudentielle reste intacte, à savoir évaluer la résilience des banques et contribuer à l'appréciation de l'adéquation du capital dans le cadre du SREP. La logique de comparabilité entre établissements, de transparence de marché, d'approche hybride, combinant projection des banques et éléments encadrés par les autorités, tout cela reste inchangé. Et surtout, les projections resteront collectées avec des templates ad hoc de stress test.
Donc la bascule ne concerne pas tout le stress test, mais principalement les données de point de départ. Mais à terme, selon l'esprit de cette consultation, les données de départ seraient davantage intégrées dans les reportings FINREP, COREP et ESG, alors que les projections resteraient dans les templates spécifiques au stress test. Et pour le stress test 2027, dont les données de départ sont celles du 31 décembre 2026, on n'y est pas encore. L'exercice sera lancé avec une collecte ad hoc comme auparavant, mais dans les templates largement inspirés des futurs états COREP, FINREP et ESG, mis en consultation le 10 avril dernier. La bascule ne sera donc pas achevée, on est dans une phase de transition où les banques préparent l'intégration future sans en bénéficier encore pleinement. En préparant cette émission, j'ai compris que cette logique d'intégration ne concernait pas seulement les données prudentielles classiques, elle vaut aussi pour les risques climatiques qui entrent désormais dans l'exercice à travers un module dédié. Sylvie Miette y reviendra plus en détail dans quelques instants dans sa chronique verte. Pour les banques, la question immédiate reste donc très opérationnelle. À quel moment cette bascule produira-t-elle réellement ses effets, Arnaud ? Pour vous répondre, Kenza, il est important d'avoir bien en tête le calendrier. La consultation sur le reporting prudentiel d'avril dernier se clôture en juillet 2026 avec une entrée en vigueur prévue au 30 septembre 2027. Le stress test 2027, dont les données de point de départ sont celles du 31 décembre 2026, interviendra donc avant que le dispositif cible ne soit mis en place. Ce n'est vraiment qu'à partir du stress test 2029 que l'utilisation du reporting prudentiel récurrent pour les données de point de départ devrait devenir structurante. Autrement dit, le stress test 2027 prépare la simplification, mais il ne la concrétise pas encore pleinement. Et pour les banques, la vraie question, Kenza, n'est pas combien de points de données disparaissent, mais c'est celle de la charge nette réelle. Une donnée peut provenir d'un template de stress test et entrer dans le reporting prudentiel régulier. Elle sera alors produite plus fréquemment, avec des contrôles plus formalisés et une gouvernance plus exigeante. L'allègement ne sera donc réel que si cette migration est bien conduite, et c'est loin d'être acquis. Quels sont alors les principaux impacts pratiques pour les établissements ? J'en vois trois, tous très concrets. D'abord, les banques vont devoir adapter leur processus de production et de contrôle. Les équipes stress test, reporting, finance, risque, data et ESG devront travailler de manière encore plus coordonnée qu'aujourd'hui. Ensuite, l'alignement progressif avec le FINREP et le COREP devrait réduire les rapprochements manuels, mais seulement si les définitions sont stables et les données fiables à la source. Ce n'est pas une condition anodine. Enfin, certaines données seront collectées plus fréquemment qu'aujourd'hui. C'est potentiellement une bonne nouvelle pour la qualité des données, mais à court terme, cela peut aussi générer une pression opérationnelle supplémentaire. Si je vous suis bien, Arnaud, le stress test 2027 est plus une étape que la ligne d'arrivée. Il annonce une réduction des données demandées, mais il maintient encore une collecte spécifique et prépare surtout l'intégration future des données de départ dans le reporting prudentiel régulier. Restons justement dans cette logique de réutilisation de la donnée prudentielle avec le discussion paper publié par l'EBA le 8 juin 2026 sur le Data Hub Pilier 3 pour les établissements petits et non complexes. Ce discussion paper marque une extension importante du dispositif déjà en place pour les grandes banques. Je rappelle que le Data Hub Pilier 3 est une plateforme centralisée disponible sur le site de l'EBA qui permet d'accéder aux informations Pilier 3, de les visualiser et de télécharger les données publiées. Pour les grandes banques, le dispositif est opérationnel depuis le 26 janvier 2026. Le BA publie les informations Pilier 3 transmises par les établissements sans transformation. Mais pour les établissements petits et non complexes, le dispositif fonctionnerait différemment. Le BA ne se contenterait pas de relayer leurs données, elle serait chargée de préparer et de publier les informations Pilier 3 pour leur compte à partir des données de reporting prudentiel transmises aux autorités compétentes. On retrouve donc la même logique que pour les stress tests, utiliser une donnée prudentielle déjà produite. Tout à fait. Et c'est précisément là que le lien avec la consultation du 10 avril redevient central. Pour que le Data Hub fonctionne pour ces établissements, le BA doit disposer, dans le reporting prudentiel, de toutes les données nécessaires à la production des états Pilier 3. Or, certaines de ces informations ne sont pas encore disponibles aujourd'hui, notamment pour les établissements petits et non complexes cotés. La consultation du 10 avril propose donc d'ajouter certains états dans le reporting prudentiel lorsqu'ils sont nécessaires à la publication Pilier 3. Je pense en particulier aux informations sur la qualité de crédit des expositions et sur les rémunérations. Mais il ne faut pas se méprendre sur ce que cela implique pour les banques.
Pour que la publication soit centralisée par le BA, les données doivent être disponibles, structurées et contrôlées en amont dans le reporting prudentiel. La charge de travail ne disparaît donc pas, elle se déplace vers le reporting prudentiel. Donc la simplification est réelle sur le canal de publication, mais elle suppose un effort renforcé dans le reporting prudentiel. La centralisation simplifie la publication finale, mais elle rend d'autant plus critique la qualité du reporting prudentiel en amont. Les établissements restent entièrement responsables des données transmises et cette transmission vaut validation formelle des informations que le BA publiera ensuite. En termes de calendrier, le déploiement sera progressif. Une première publication est prévue au 4e trimestre 2026 sur un périmètre réduit, puis une montée en charge en 2027 et une publication complète des exigences pilier 3 en 2028, sous réserve que les données nécessaires soient bien intégrées dans le reporting prudentiel d'ici là. Quels points de vigilance doivent retenir les établissements? Alors, j'en vois principalement 3. D'abord, la qualité des données prudentielles, puisqu'elle deviendrait la base directe de la publication pilier 3. Ensuite, la compréhension du mapping. Les établissements devront anticiper ce que le BA publiera à partir de leurs données et s'assurer que le résultat obtenu leur convient. Et enfin, la gestion de la phase de transition pour les établissements cotés, avec un possible décalage entre leur publication individuelle et la publication centralisée de l'EBA. Je précise que les établissements ont jusqu'au 20 juillet 2026 pour transmettre leurs commentaires à l'EBA. Après la méthodologie pour le stress test 2027 et le Data Hub Pilier 3, qui porte surtout sur la donnée prudentielle et sa réutilisation, l'EBA va plus loin et élargit encore le débat avec un rapport publié le 16 juin 2026 sur le cadre de capital microprudentiel, macroprudentiel et de résolution. Peut-on dire, Arnaud, que ce rapport marque un changement d'échelle dans la démarche de simplification? Disons qu'avec ce rapport, l'EBA change de niveau d'analyse. L'autorité ne s'intéresse plus seulement aux données ou aux processus, mais à l'architecture même du cadre de capital, c'est-à-dire à la manière dont s'empilent et interagissent les exigences microprudentielles, macroprudentielles et de résolution. Mais il faut tout de suite clarifier ce que l'EBA propose et ce qu'elle ne propose pas. Il ne s'agit pas d'une refonte fondamentale. L'objectif est de réduire une complexité devenue inutilement élevée, tout en préservant la résilience des banques et les outils des autorités. Le BA raisonne, si je puis dire, à cadre prudentiel constant. Préserver la résilience construite ces dernières années, rester aligné avec les standards internationaux, garantir la proportionnalité et améliorer le fonctionnement du marché unique. La question n'est donc pas comment réduire le niveau de capital, la question est comment rendre l'empilement des exigences plus lisibles, plus cohérent, plus efficace. Concrètement, quelles sont les principales pistes proposées? Le rapport s'articule autour de 3 blocs. Le premier bloc porte sur la partie microprudentielle. Le BA recommande de préserver les outils existants, le pilier 1 et le pilier 2, et de clarifier plus nettement l'objectif de chacun. Le pilier 1 pour les risques microprudentiels de base, le pilier 2 pour les risques propres à chaque établissement non couvert par le pilier 1. Le message est donc clair, pas de fusion, mais une clarification des rôles. Sur le ratio de levier, il y a également une piste de simplification. Oui, sur le ratio de levier, le BA propose de transformer l'exigence de pilier 2 en coussin et de supprimer les orientations de pilier 2 associées. C'est l'esprit même de ce rapport, on ne supprime pas l'outil, on en simplifie l'articulation. Le deuxième bloc, Arnaud, concerne la partie macroprudentielle. C'est là que se trouve la proposition la plus structurante. Le BA suggère en effet de regrouper le coussin contracyclique et le coussin pour risque systémique dans un coussin macroprudentiel unique pouvant être libéré en cas de besoin. L'objectif est de simplifier l'architecture des coussins tout en préservant la capacité des autorités à agir en fonction des cycles macrofinanciers et des spécificités locales. Le BA propose également de revoir la méthodologie d'identification des autres établissements d'importance systémique et la calibration des coussins associés. Vous avez parlé de 3 blocs, Arnaud. Quel est le troisième? Le troisième bloc porte sur la résolution. Le BA part d'un constat simple. La complexité du MREL reflète en partie celle du cadre de capital sur lequel il repose. Elle propose donc des ajustements ciblés, simplifier certains indicateurs, rapprocher les définitions des ressources éligibles au TILAC et au MREL. Le rapport évoque aussi des options plus radicales comme une pile unique, une logique de pilier 1 et pilier 2 de résolution, mais sans les recommander. Ce sont des pistes ouvertes pour une réflexion future, mais pas encore des propositions actées. Ce rapport semble donc aller plus loin que les sujets de reporting ou de stress test. Oui, il va plus loin parce qu'il s'attaque à la superposition des exigences.
fonds propres, coussins, ratio de levier, MREL, TILAC. Mais il reste dans une logique d'ajustement ciblé. Moins de couches inutiles, des rôles mieux définis, un cadre plus prévisible, sans affaiblir ni la résilience bancaire, ni les moyens d'action des autorités. Ce qui est intéressant, c'est que la simplification ne porte plus seulement sur les données ou les processus, elle touche désormais à la manière dont les exigences elles-mêmes sont organisées. Est-ce que l'on peut dire que l'EBA ouvre ici un chantier beaucoup plus structurel? En tout cas, le séquençage choisi par le BA le confirme. Elle présente cette publication comme le troisième jalon de sa campagne, Simplifying to Strengthen, après les propositions d'avril sur le reporting et celles de juin sur le stress test 2027. Ce n'est pas un hasard. La simplification se déploie méthodiquement, niveau par niveau. D'abord la donnée, ensuite les exercices prudentiels et maintenant l'architecture des exigences elles-mêmes. Si je récapitule, Arnaud, la simplification se joue donc à 3 niveaux. La donnée, avec le reporting et le stress test, la publication avec le Data Hub pilier 3, et enfin, l'architecture même des exigences prudentielles, macroprudentielles et de résolution. Le mouvement semble cohérent, mais il faudra être vigilant sur ce qui sera effectivement simplifié, ce qui sera seulement réorganisé et ce qui pourrait en réalité générer une nouvelle charge de mise en œuvre. La simplification ne se décrète pas, elle se vérifie dans les faits. En définitive, la simplification avance, mais elle reste elle-même un chantier réglementaire complexe. Mais simplifier un cadre aussi dense suppose d'abord d'en analyser toutes les interactions, puis d'ajuster certaines règles ou certains processus. Cela demandera du temps, de la coordination entre les autorités et surtout une capacité de mise en œuvre importante du côté des banques. Un grand merci Arnaud Bourdeil pour ce décryptage de l'actualité réglementaire. On comprend donc que la simplification prudentielle franchit une nouvelle étape. Après les données, les reportings et les stress tests, l'EBA ouvre désormais le débat sur l'architecture même des exigences de capital et de résolution. Rarement, un arrêté semestriel n'aura été préparé dans un contexte aussi complexe. Guerre dans des régions stratégiques du monde, tensions géopolitiques, turbulences économiques mondiales, transformation rapide des marchés, révolution numérique, sans oublier le contexte budgétaire français délicat et la période préélectorale de 2027 dans laquelle nous sommes entrés. Autant de facteurs qui exigent des banques une approche méthodique, une vigilance renforcée au 30 juin 2026 et une veille permanente. Pour décrypter ces enjeux et vous donner les clés d'un arrêté réussi, nous accueillons aujourd'hui à notre micro Mylène Miguerditchian, associée KPMG, responsable de la doctrine comptable bancaire. Bonjour Mylène. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Cet arrêté semestriel s'inscrit dans un contexte particulièrement troublé à plusieurs égards. D'abord, les effets de la guerre en Ukraine continuent de peser sur l'environnement macroéconomique. Ensuite, en dépit de l'accord signé entre les États-Unis et l'Iran, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les incertitudes persistent, avec la destruction partielle ou totale d'infrastructures pétrolières et gazières dans la région et un détroit d'Ormuz qui congestionne fortement le transport maritime, sans parler de la volatilité du prix du pétrole et des matières premières. Par ailleurs, les tensions autour des droits de douane américains continuent d'agiter le commerce mondial avec de nouvelles surtaxes décidées par l'administration Trump après l'annulation d'une partie d'entre elles par la Cour suprême en février 2026. Enfin, en France, la croissance ralentit et l'inflation augmente, comme dans les grandes économies du monde, notamment à cause du prix de l'énergie. Globalement, Mylène, on peut donc affirmer que l'environnement économique reste difficile et que le contexte de cet arrêté s'annonce de nouveau très délicat pour les banques. Oui, Kenza, la plupart des établissements sont affectés par ces évolutions macroéconomiques et géopolitiques. D'ailleurs, sans surprise, la Banque centrale européenne a relevé de 25 points de base ses taux directeurs le 11 juin pour contrer l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient, et ces taux directeurs étaient restés inchangés depuis juin 2025. À ce titre, j'invite nos auditeurs à consulter les projections macroéconomiques publiées par la BCE, ce même en juin 2026. Sans surprise, elle s'attend à moins de croissance et à davantage d'inflation qu'en mars. L'inflation totale dans la zone euro devrait s'établir en moyenne à 3% en 2026, 2,3% en 2027 et 2% en 2028. Par ailleurs, le scénario de référence de la BCE anticipe une croissance économique moyenne de 0,8% en 2026, de 1,2% en 2027 et de 1,5% en 2028 dans la zone euro. Ces prévisions reflètent les effets d'un choc énergétique prolongé, avec toutefois un degré d'incertitude très important.
En France, le contexte que vous évoquez est amplifié par des défis nationaux, une croissance atone dans un environnement qui reste fragile et une dette publique élevée qui limite les marges de manœuvre budgétaires. Oui, Kenza, d'ailleurs, la dernière publication d'Altares indique que les défaillances d'entreprises ont progressé de plus de 6% par rapport au premier trimestre 2025 et atteignent, sur 12 mois glissants, un nouveau record à près de 71 000 défaillances en lien avec le contexte économique et géopolitique, un effet report lié aux aides Covid et un effet volume lié à l'augmentation des créations d'entreprises. C'est pourquoi la préparation des comptes semestriels des établissements de crédit va effectivement rester délicate, comme c'est le cas depuis plusieurs années, que ce soit en termes d'évaluation ou de prévision. À cela s'ajoute également la prise en compte des réformes ou des évolutions législatives que les établissements doivent intégrer, comme les incidences de la loi de finances 2026, avec par exemple la contribution exceptionnelle à l'IS qui concerne bien entendu les banques, ainsi que la fin de l'exonération des charges sociales sur les médailles du travail à compter du 1er janvier 2027. S'agissant des sujets de portée générale, comme justement le traitement de la contribution exceptionnelle à l'IS, je vous invite, chers auditeurs et chères auditrices, à écouter notre émission Les Matinales du 2 juin dernier, au cours de laquelle Émilie Blanc, directrice des affaires comptables de l'AMF, et Emmanuel Paré, directeur de la doctrine comptable du KPMG, ont fait le tour des principaux thèmes pertinents lors de cet arrêté semestriel 2026. Vous pouvez écouter cette édition des matinales dans l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr. S'agissant des sujets plus spécifiques aux établissements bancaires et dans le contexte économique et géopolitique que nous avons présenté, quels sont, Mylène, les points de vigilance des établissements pour cet arrêté semestriel 2026 ? Dans ce contexte troublé, le thème majeur reste le risque de crédit. Il est encore et toujours au cœur des préoccupations des banques, des superviseurs et des régulateurs. À ce propos, comme l'indique notre étude trimestrielle publiée le 11 mai dernier sur la performance des groupes bancaires français, le coût du risque est en hausse de 16% au premier trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2025. Cette hausse est à mettre en relation avec l'augmentation continue des défaillances d'entreprises et une croissance atone en France qui génère pour les banques une hausse du coût du risque des encours en stage 3. Dans ce contexte, le calcul des provisions IFRS 9 s'annonce particulièrement périlleux pour l'arrêté semestriel et va nécessiter l'exercice du jugement. Et que préconisez-vous, Mylène, donc à ce titre ? Les conditions macroéconomiques étant très changeantes, il est important de mettre à jour au plus près de la date d'arrêté les paramètres des modèles de calcul de la dépréciation, les scénarios macroéconomiques et leurs pondérations. Par ailleurs, les facteurs de risque apparus de manière plus accrue depuis 2022 et la guerre en Ukraine, comme la chaîne d'approvisionnement, notamment en énergie, les risques environnementaux, les risques liés à l'inflation et les risques géopolitiques sont toujours d'actualité. Et sont encore accentués avec la situation dans le détroit d'Ormuz, qui reste incertaine en dépit de l'accord signé avec l'Iran. Ces éléments ne sont pas toujours intégrés dans les calculs et peuvent faire l'objet d'ajustements de modèles, parfois très significatifs. Donc, nous recommandons d'utiliser pour la détermination de ces ajustements une méthodologie robuste, doublée d'une bonne gouvernance, permettant de quantifier au mieux ces risques et d'en appréhender les impacts sur les modèles d'évaluation. Nous recommandons aussi d'identifier les secteurs et expositions les plus affectés par les conséquences de la situation en Iran et, le cas échéant, de transférer ces expositions en stage 2 si la dégradation significative est avérée. Dans le contexte actuel, certains secteurs doivent faire l'objet d'une attention particulière. Le secteur de l'immobilier commercial, dans un contexte de hausse des taux, d'une hausse de taux de vacances et de baisse de la valeur des biens. Les secteurs ou entreprises dont le modèle d'affaires est affecté par l'intelligence artificielle, ainsi que le financement de l'industrie technologique, notamment par de la dette privée. Compte tenu des montants significatifs en jeu, nous recommandons la plus grande transparence en annexe sur ces éléments. De manière générale, les établissements devront soigner leur communication sur le risque de crédit et notamment sur les hypothèses clés retenues et les modifications qui y sont apportées dans le contexte actuel. Sur le sujet des secteurs sensibles que vous avez évoqués, et notamment sur le crédit privé, j'invite nos auditeurs à consulter un article publié fin mai par le Financial Stability Review de la BCE
consacré au stress sur les marchés mondiaux du crédit privé. Mylène, dans le contexte de marchés financiers volatiles, quels autres enjeux comptables se posent pour cet arrêté au 30 juin 2026 ? Alors, il y a plusieurs conséquences sur les estimations comptables. Pour en citer une qui est particulièrement importante dans le bilan des banques, c'est la détermination des justes valeurs, à la fois pour la mesure dans les états financiers et pour les informations communiquées en annexe, avec un point d'attention sur le niveau de juste valeur présenté. Dans le contexte actuel, pour les calculs de juste valeur et pour les ajustements de juste valeur, comme la CVA, DVA, il faudra utiliser les paramètres au plus près de l'arrêté. Faisons à présent le point sur le référentiel IFRS applicable au 30 juin 2026. Quels sont les éléments sur lesquels vous souhaitez attirer l'attention de nos auditeurs et nos auditrices ? Plusieurs amendements relatifs à IFRS 9 et IFRS 7 entrent en application de façon obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, mais sur des sujets différents. Des amendements sur la classification et la mesure des instruments financiers qui portent principalement sur l'analyse SPPI des actifs avec des clauses contingentes de type ESG, mais pas uniquement. Ces amendements incluent également d'autres clarifications sur les analyses SPPI et des exigences d'information en annexe sur les actifs et passifs avec clauses contingentes. Ces amendements contiennent aussi des dispositions relatives au paiement électronique qui précisent notamment que la décomptabilisation d'un passif financier intervient à la date de règlement effectif. D'autres amendements IFRS 9 et IFRS 7 portant sur les contrats d'achat d'énergie sont aussi applicables au 1er janvier 2026. Ces amendements très attendus clarifient notamment les conditions d'éligibilité à l'exemption Own-Use Exemption ou exemption pour usage propre, permettant d'échapper à la comptabilisation de dérivés et donc à de la volatilité au compte de résultat. Ils apportent également des précisions utiles pour appliquer la comptabilité de couverture dans le contexte des virtual PPA. Continuons de nous intéresser aux changements normatifs. Est-ce que des décisions importantes du comité d'interprétation des IFRS sont-elles à signaler à nos auditeurs, Mylène ? Il faut que nos auditeurs aient à l'esprit que les décisions de l'IFRIC approuvées par l'ISB en ce début d'année sont principalement relatives à IFRS 18. La norme n'est pas encore applicable de manière obligatoire, mais les débats autour de questions d'application pratique sont nombreux et n'hésitez pas à en prendre connaissance. Pour vous aider dans votre préparation à l'application de cette nouvelle norme, vous pouvez également consulter les ressources KPMG disponibles, comme le guide First Impression sur le site kpmg.com ou encore l'étude KPMG parue en décembre 2025 sur les pratiques des grandes entreprises françaises cotées et les points d'attention pour anticiper au mieux l'application de la norme. Si vous n'avez pas encore pu le faire, nous vous invitons bien sûr à écouter l'édition des matinales de KPMG, diffusée le 28 avril dernier, qui présente le contenu et les enjeux de cette norme IFRS 18 en détail au micro par nos experts. Mylène, attardons-nous quelques instants sur IFRS 18. Cette nouvelle norme vise à renforcer la lisibilité et la comparabilité de l'information financière. Elle est applicable au 1er janvier 2027. Où en sont les établissements bancaires dans la mise en place ? Il faut saluer le fait que la place française s'est mobilisée plus tôt que d'autres juridictions autour de la mise en place de cette nouvelle norme. En particulier, pour le secteur bancaire, un groupe de travail a été constitué à l'autorité des normes comptables et a travaillé pendant plus d'1 an à la mise à jour de la recommandation sur la présentation des états financiers IFRS en format bancaire, avec de nombreux échanges, notamment sur les libellés et sur le positionnement du coût du risque dans le compte de résultat. Cette mobilisation du secteur a permis d'aboutir à une contribution ANC d'état financier IFRS en format bancaire conforme à IFRS 18. Peut-on dire que pour les établissements bancaires qui vont s'appuyer sur ce modèle ANC d'état financier, la mise en œuvre d'IFRS 18 devrait être assez simple ? Il est encore un peu tôt pour vous répondre précisément, Kenza, car nous sommes actuellement en train de revoir les mises en œuvre d'IFRS 18 par les établissements, mais je peux vous dire que même s'il ne s'agit que d'une norme de présentation, il ne faut surtout pas sous-estimer la charge de travail associée. En l'occurrence, il faut évaluer pour chacun des paliers IFRS toutes les incidences de cette norme, documenter les activités principales et activités principales spécifiées ou encore les choix de politique comptable, préparer la maquette d'état financier primaire avec comparatif et réconciliation, les notes sur les principes et méthodes comptables et les notes annexes sur les MPM et sur les charges par nature, sans oublier les incidences sur le plan de compte et les systèmes d'information.
Il est important, bien sûr, d'avancer sur ces travaux dans les meilleurs délais et de faire valider au fil de l'eau par les commissaires aux comptes les principales options retenues. Donc, il est important pour les établissements d'avancer sur ces travaux de mise en œuvre d'IFRS 18 en partenariat avec leur commissaire aux comptes. Précisons à ce propos que l'AMF s'attend à ce que les émetteurs présentent des informations sur l'incidence de cette nouvelle norme dans leur compte semestriel au 30 juin 2026. Penchons-nous quelques instants sur le référentiel comptable français. Même si les établissements bancaires ne publient pas de comptes sociaux sur base semestrielle, des points d'attention sont-ils à noter pour 2026, Mylène ? Oui, il faut noter que des travaux ont été menés à l'ANC dans le cadre des évolutions réglementaires de MiCA, le règlement européen sur les cryptoactifs. Le règlement bancaire ANC 2014-07 a été en conséquence modifié en ce qui concerne la comptabilisation des émissions de jetons de monnaie électronique et sur les cryptoactifs et assimilés. Ces modifications seront applicables au 1er janvier 2027 avec possibilité d'anticipation en 2026 dès lors que la publication au journal officiel sera réalisée d'ici fin 2026. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur ces ondes. Si l'on se projette au-delà du 30 juin 2026, mais cette fois en norme IFRS, quels textes les banques doivent-elles avoir à l'esprit ? Les travaux de l'ISB sont en cours sur les projets coûts amortis et dettes capitaux propres, avec des dates de publication attendues respectivement fin 2026 et en 2027. Mais le projet qui secoue la place bancaire française en ce moment, c'est le projet RMA, l'acronyme de Risk Mitigation Accounting. À ce sujet, je rappelle à nos auditeurs que nous avons eu le plaisir de recevoir à notre micro, le 18 mars 2026, Bertrand Perrin, membre de l'IASB, et Jean-François Dandé, président du groupe de travail à l'ANC sur RMA, qui ont tous deux présenté les enjeux de ce projet. Vous pouvez les réécouter dans l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr. Alors Mylène, pourquoi ce projet émeut-il la place bancaire française ? Ce projet de l'ISB présente un nouveau modèle destiné à refléter dans les états financiers la manière dont les banques gèrent leur macro-couverture du risque de taux sur base nette. Des discussions ont lieu dans le cadre du groupe de travail à l'ANC en France. Le texte proposé nécessite d'être clarifié et d'évoluer sur un certain nombre de points, tels que le périmètre des opérations couvertes, la mise à jour des dérivés benchmark et les modalités de l'excess test afin de répondre aux besoins des parties prenantes. À ce propos, précisons que l'IASB a décidé récemment de décaler de fin juin à fin novembre 2026 l'échéance de réception des lettres de commentaires afin d'être aligné sur les field tests que l'IASB a demandé aux préparateurs. Oui, tout à fait. Les établissements sont vivement encouragés à ce titre à participer aux field tests qui contribueront à enrichir la norme finale et à soumettre leurs lettres de commentaires à l'IASB. Chez KPMG, nous suivons ce sujet de très près et nos experts sont à votre disposition pour vous éclairer davantage. Une publication récente relative au projet RMA est également disponible sur kpmg.fr. Cette publication s'intitule New on the Horizon. Là aussi, nous aurons l'occasion de vous en reparler. Mylène Migirdichian, un grand merci à vous pour ce panorama des sujets comptables indispensables pour établir l'arrêté du 30 juin 2026. Nous sommes allés à l'essentiel sur les différents thèmes, mais nous aurons l'occasion de les approfondir dans cette émission au cours des prochains mois. Et également lors de notre traditionnelle conférence Arrêté des comptes Banque et Assurance 2026, qui aura lieu le 26 novembre, de nouveau au Théâtre Mogador. N'hésitez pas à inscrire cette date sur vos agendas. Les inscriptions sont ouvertes sur kpmg.fr. Poursuivons cette émission avec la chronique dédiée au sujet ESG de Sylvie Miette. Bonjour Sylvie. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ma chronique verte porte sur l'intégration des risques climatiques dans le stress test européen 2027 et plus précisément sur le module dédié que l'EBA a introduit pour la première fois dans cet exercice. Arnaud Bourdeil en a dit quelques mots, mais je voudrais m'y attarder un peu parce que cette évolution me semble véritablement structurante. Pour bien comprendre ce que représente cet exercice, il faut d'abord en saisir la logique d'ensemble. Les scénarios climatiques ne se substituent pas aux scénarios macrofinanciers adverses, ils viennent s'y superposer comme des chocs complémentaires. Concrètement, les banques devront absorber simultanément la pression d'un environnement macroéconomique dégradé et celle de chocs climatiques qui s'y ajoutent. Ces scénarios ont été développés par le Comité européen du risque systémique et la BCE en coopération étroite avec l'EBA et les autorités nationales. Le module distingue deux familles de risques. Le risque de transition
et le risque physique, dont les horizons et les logiques de transmission n'ont pas grand-chose en commun. Le risque de transition est fondé sur l'hypothèse d'un basculement soudain et non anticipé de politique climatique dans un monde encore largement dépendant des énergies fossiles. Ce basculement provoque une réallocation rapide des capitaux et génère également des impacts sectoriels qui se manifestent à travers des hausses de prix carbone, des perturbations sur les marchés du gaz et du pétrole et des effets différenciés sur la valeur ajoutée des secteurs d'activité avec une granularité sectorielle assez fine. Ce scénario couvre l'intégralité des 3 ans de l'exercice de stress, soit de 2027 à 2029. Le risque physique obéit quant à lui à une toute autre logique. Il est limité dans ce module au risque d'inondation fluviale et c'est un choix délibéré de l'EBA pour cette première édition. Le scénario retenu suppose des crues d'une sévérité significative, avec une probabilité d'occurrence de 1%, affectant simultanément l'ensemble des États membres de l'espace économique européen. Son impact, contrairement au risque de transition, est concentré sur la première année, en l'occurrence 2027, sous la forme d'un choc instantané appliqué en superposition au scénario macroéconomique adverse. Le stress ne couvre pas l'ensemble du bilan et c'est assumé. Il se focalise sur les portefeuilles les plus directement exposés au risque de transition et d'inondation, c'est-à-dire les expositions sur les secteurs industriels et sur l'immobilier, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux. Le risque de marché reste hors périmètre et les actifs pondérés par les risques ne sont pas affectés. L'impact de ce stress sera mesuré à travers des indicateurs du compte de résultat, en particulier les paramètres de crédit, les provisions et les dépréciations. Sur le plan opérationnel, les défis sont réels pour les établissements et touchent d'abord à la qualité des données. Pour le risque physique, les banques doivent être en mesure de géolocaliser leur exposition, d'identifier quels actifs se situent dans les zones exposées aux crues, selon les cartographies fournies dans l'exercice, et de classer ces expositions par niveau de sévérité. Pour le risque de transition, c'est une autre forme de granularité qui est attendue. Les paramètres de risque devront être différenciés par secteur d'activité et pour les expositions immobilières, par niveau de performance énergétique des biens sous-jacents. Il faut également bien avoir en tête 2 contraintes qui encadrent strictement l'exercice. Les banques ne peuvent incorporer aucun effet d'atténuation dans leurs projections, ni rénovation énergétique supposée, ni rebond de valeur des actifs endommagés, ni action de gestion visant à réduire les pertes climatiques. Le bilan est traité comme statique sur l'ensemble de l'horizon. Par ailleurs, pour les expositions soumises au risque physique, les projections doivent être fournies à la fois brutes et nettes des effets d'assurance, avec une documentation rigoureuse des hypothèses retenues sur les délais et les montants de couverture. Pour conclure, j'insisterai sur ce que cette évolution représente vraiment. Même si les résultats de cet exercice ne sont pas encore pris en compte dans le pilier 2, les banques doivent tout de même prioriser ces travaux autant que les autres. Pourquoi ? Car ce que requiert l'EBA s'inscrit dans le prolongement d'exigences anciennes, notamment à travers le premier exercice initié par la CPR, particulièrement précurseur en la matière. Il ne s'agit donc pas d'un point de départ, mais c'est une nouvelle étape avec des attentes renforcées en matière de quantification du risque climatique et de comparabilité entre banques européennes. Une étape importante à laquelle les banques ont tout intérêt à se préparer dès maintenant. Avant de clôturer cette émission, je vous conseille de parcourir notre traditionnel ActuBank du mois de mai et d'écouter les autres éditions de Fréquence Banque, mais aussi les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur la page LinkedIn de KPMG France où sont publiées toutes nos actualités. Cette édition est maintenant terminée. C'était la dernière avant la pause estivale. Un grand merci pour votre attention. Je vous retrouverai avec grand plaisir à la rentrée. Très bel été à toutes et à tous, en espérant qu'il ne soit pas trop torride.